Bonjour, bienvenue dans le ZCL, toujours sans Danick qui s'est expatrié pour quelques jours mais avec de l'info et des invités. Nous recevrons dans ce journal tour à tour Monsieur Guy Fromager, avec qui nous parlerons d'écologie sonore et d'un dîner-concert qui se déroulera mardi dans le Nord Grande-Terre. Ensuite, nous recevrons Edwin Lopen pour l'AGEG. Il viendra nous parler du Noël solidaire qui se tiendra le 19 décembre à Paris. En deuxième partie du ZCL, ce sera comme chaque jeudi la chronique juridique. Mais d'abord, dans les titres de ce jeudi, infiltration d'eau, installation électrique défectueuse. Les parents d'élèves du collège Félix Éboué à Petit-Bourg sont inquiets pour leurs enfants. Ce matin, ils étaient mobilisés devant l'établissement. Une équipe de Canal 10 était sur place. Nous partirons pour le nord de la France, Dunkerque plus exactement. C'est là que sont déchargés les conteneurs de bananes en provenance des Antilles. Nous découvrirons les coulisses de ce transport. Nous finirons par du street art. Deux graffeurs, Stick et Tatane, sont en résidence à la galerie TNT de Jarry durant toute cette semaine. Vous pourrez découvrir leur travail dès lundi au cours d'une exposition à la galerie TNT. On commence donc avec notre invité, Monsieur Guy Fromager. Il vient nous parler d'écologie sonore. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord pour les non-initiés, dites-nous deux mots, l'écologie sonore, qu'est-ce que c'est? Écologie, éco comme éco, la maison, l'habitat, logis, la science. C'est en fait la dimension sonore de l'écologie, tout simplement, parce qu'on parle beaucoup d'écologie. On parle aussi beaucoup de pollution sonore. Donc c'est l'inverse. C'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse. Mais nous, l'écologie, on s'intéresse à toutes les sonorités de la vie. Alors justement, via l'association Éco-Sonore, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Éco-Sonore. Alors vous avez différentes actions autour de ce thème? En fait, l'association a été créée, en fait, c'est une continuité parce que en fait, je suis à la retraite. Un retraité en tant que technicien sanitaire. Un retraité actif, donc il semblerait. Un retraité actif, c'est la suite logique, je dirais, de ce que je n'ai pas fini de faire, que nous n'avons pas suffisamment fait au service de l'environnement, sensibiliser cette question de la pollution sonore. Et en fait, on s'est rendu compte que parler de pollution sonore, effectivement, comme on parle de pollution par les déchets, surtout les enfants, ils intègrent l'aspect pollution. Or, on a tenté de faire l'inverse, montrer aux enfants, aux gens, la beauté de la nature, la beauté, et pour mieux la respecter, en fait, c'est ça. Alors, l'idée, c'est de s'ouvrir vers l'environnement sonore pour apprendre à aimer l'environnement sonore, et de ce fait, tout simplement, dès qu'il y a amour, il y a respect. Et il faut en prendre conscience aussi de ces bruits qui nous entourent. Et j'imagine, ces bruits, vous avez dû l'étudier, ils ont une influence sur chacun de nous. Oh, mais les effets du bruit sont d'abord physiques. Le bruit rend malade. Et il peut apaiser aussi, alors. Et ce que les gens ignorent, les gens savent, mais on n'en parle pas assez. Depuis près de 2 décennies, le bruit, c'est le problème numéro 1 en santé publique. Mais comme ça ne tue pas directement les gens, on n'en parle pas. Alors de quoi on peut souffrir par exemple à cause de bruits polluants autour de nous? Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent en Guadeloupe de bruit. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où se plaindre. Il y a beaucoup de problèmes de relations de voisinage à cause du bruit. On n'a pas encore tué en Guadeloupe, mais en France métropolitaine, on a tué à cause du bruit, à cause des comportements bruyants. Donc ça peut rendre... C'est un problème de la santé publique d'abord. Alors justement, vous nous proposez mardi soir une manifestation de bruit agréable, hein, on va dire. Je ne dirais pas de bruit agréable, je dirais de son agréable. Parce que le bruit, en fait, a une connotation déjà au départ négative, mais si on ne va pas rentrer dans le détail scientifique, mais quand vous allez au bord de mer, quand c'est paisible, c'est du bruit. Ce sont des sonorités qui sont quand même agréables. Mais là, on va parler de sonorités agréables, et d'où le thème déjà de cette soirée, c'est passer des sonorités de la violence aux sonorités de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y aura de la musique? Ah oui, de la musique, des voix. D'abord, le premier instrument, c'est la voix. Donc, il y aura un groupe qui va chanter a cappella, une chorale qu'on vient de monter. C'est Mme Liliane Sibert qui est chargée, qui est responsable de cette chorale. A cappella,
beauté de la voix. Ensuite, il y aura des enfants aussi, des ateliers, l'atelier de musique de l'association Éco-Sonore. Les enfants vont chanter, vont jouer, la pratique d'un instrument. Et il y aura aussi le Guadeloupe Symphonie, dirigé par Christian Darmé. C'est une musique que les gens vont découvrir. Alors c'est un dîner-concert, hein, c'est ça? Un dîner-concert hommage aussi en même temps, parce qu'il y a des gens qui font plein de choses. Ce ne sont pas forcément qui cherchent à se mettre en avant dans des médias qui sont là, effectivement, qui ont besoin de reconnaissance sociale. Et notre démarche, c'est ça aussi, rendre un hommage à ces gens-là, parce qu'ils ont fait et continuent de faire. Et je peux prendre le cas de M. Eliégène, par exemple. C'est un monsieur qui est l'ami de mes parents, mais que je rencontre avec plaisir, parce qu'il me raconte Petit Canal, il me raconte le Nord-Grand-Terre. C'est important de rassembler les gens comme ça, un petit peu, lors de manifestations. On se croise, mais on... On se croise, on ne se parle pas, on parle de problèmes de communication. Donc, on revient encore au problème de ça. On parle plus. Tout le monde dit qu'il y a des problèmes de communication. Par exemple, je suis Didier Gondon, je suis Petit Canal, et je me plais à dire quand c'est Bon Canal. Tout le monde dit qu'il n'y a rien qui arrive, mais personne ne fait rien pour créer des événements, créer des choses. Donc, ce qu'on veut bien dire, cette soirée-là, ce n'est pas une soirée ponctuelle, effective, ça rentre dans le cadre d'un projet pédagogique et aussi un projet scientifique. Alors, juste une question, quel est le bruit le plus insupportable pour vous, qui êtes sensible justement à tout ce qui vous entoure? Vous savez, ça dépend du moment. On peut supporter des bruits, ça dépend du moment. La musique à fond dans la voiture, c'est pas trop votre truc. Ah, mais c'est le plus gros problème. Alors, c'est le plus gros problème. Alors là, on a un énorme travail à faire là-dessus. Parce que, j'avais commencé aussi un travail de recherche qui n'est pas abouti d'ailleurs, on n'arrête jamais de chercher, effectivement, par rapport à ça. Et dans des discussions, quand j'interrogeais des entretiens avec, par exemple, un audioprothésiste ou un médecin réel, il me disait que ces jeunes-là, ils n'entendent plus, c'est pas de leur faute, ils n'entendent plus. Ils ne sont pas conscients de ça. C'est pour ça que les audioprothésistes, maintenant, sont partenaires de ce projet aussi. On fait des actions avec l'ARS pour un petit peu expliquer, mais c'est tous les jours. Donc très jeune, il faut faire attention à ses oreilles. Hein. Il faut préserver son capital. C'est un problème, auditif. Le bruit au travail. Il y a un gros problème de nuisance sonore en Guadeloupe. Et, enfin, on va en parler après. Mais moi, en fait, pour avoir travaillé sur cette question-là avec d'autres collègues de la Martinique aussi, hein, parce on faisait partie... Dans le cadre de l'ARS. Oui, à l'ARS, effectivement, je suis parti en métropole à plusieurs reprises pour échanger. On a fait venir des gens ici et on a l'impression que le travail doit se passer au niveau de la population. Mais moi, je prends la responsabilité de dire la première sensibilisation qu'il y a à faire, c'est au niveau des élus, des responsables des collectivités locales, parce qu'il y a un problème de l'application de la réglementation. Il y a une réglementation, on dit qu'on est dans un pays de droit, et bien que tout le monde applique la réglementation. La chose bien simple, on est en période électorale, là, maintenant. Il y a un problème. Et vous n'êtes pas entendu, justement? Non, il y a un problème parce que pendant la période électorale, on ne respecte pas la réglementation. Il y a des voitures, maintenant il y a une nouvelle démarche de campagne électorale. On arrive, on garde son véhicule. La campagne électorale pollue aussi l'environnement sonore. Ça fait partie de facteurs de pollution de l'environnement sonore. Il faut qu'ils soient conscients. Parce que comme on dit qu'on est dans un pays de démocratie, les élus aussi doivent entendre ce qu'on leur dit. Alors on rappelle Monsieur Sonore... Je ne suis pas Monsieur Sonore. Pas Monsieur Sonore, Monsieur de Éco-Sonore. L'association Monsieur Fromager de Éco-Sonore. Le rendez-vous est donc mardi soir à Petit Canal. Vous avez un numéro de téléphone? Il est 0690 64 37 75. Eh bien, c'est un moment de partage. On n'est pas des donneurs de leçons, on vient pour partager en toute convivialité, plaisir des sons. Voilà. Le rendez-vous est pris en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On continue avec l'information et on commence avec justement cette news, un accident tout à fait exceptionnel. Si ce n'était pas réel, on aurait du mal à le croire. Hier, vers 21h, un bateau a percuté une voiture. Vous avez bien entendu, ça s'est passé à Bas-du-Fort alors qu'un automobiliste est égaré près du rivage. Une embarcation folle n'a pas pu s'arrêter et s'est littéralement échouée sur la côte en écrasant au passage le véhicule. Pas de victimes à signaler, fort heureusement. D'après nos reporters sur place, le pilote du bateau qui est chargé en temps normal de son entretien était manifestement alcoolisé.
Ce matin, les opérations d'enlèvement avaient lieu donc du côté du bas du fort, où donc ce bateau, cette embarcation un petit peu folle, s'est échouée sur le rivage hier soir vers 21h. Les images sont signées Harold Luce et Maxime Morel. Voilà pour ce fait divers un petit peu cocasse hier du côté de bas du fort. Infiltration d'eau, installation électrique défectueuse. Les parents d'élèves du collège Félix Eboué à Petit-Bourg sont inquiets pour leurs enfants. Ce matin, ils étaient mobilisés devant l'établissement. On regarde les détails avec ce sujet signé Nicolas Hachi. À la commission hygiène et sécurité, on a constaté que le rapport qui nous a été remis montrait que nos enfants étaient vraiment en danger. Et il fallait qu'on se manifeste au plus vite. Car, comme a dit Madame Laguerre de la FCPE, il y a 80% des lieux du collège sont impactés par des dangers graves et imminents. Écoutez, les dangers graves et imminents, vous avez des infiltrations d'eau, vous avez des fils électriques qui sont défectueux, à nu, vous avez énormément de soucis au quotidien sur la sécurité des enfants et nous ne souhaitons pas que le drame se produise. Voilà. Il y a 25% des problèmes d'évacuation, à savoir des salles dans lesquelles, s'il y a un incendie à la porte, les élèves à l'intérieur sont bloqués parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Il y a des vitrages, il y a des vitres qui sont suspendus, qui ne sont pas accrochés et qui à n'importe quel moment risquent de tomber. Ça représente 44%. Il y a 25% de risques électriques, à savoir des fils qui sont dénudés, des prises détériorées et surtout il y a de l'eau pas loin de ces problèmes électriques. Alors les sols dangereux représentent 16%, à savoir les sols sont glissants et à n'importe quel moment on peut avoir une chute très grave. Nous, notre action aujourd'hui a été menée dans le sens qu'on a déjà lancé des appels, on a fait preuve de beaucoup de conciliation, mais aujourd'hui, la goutte d'eau fait déborder le vase parce que la sécurité de nos enfants est vraiment en jeu. Quand on sait qu'il y a une cour qui ne peut être utilisée parce qu'en cas de séisme, les deux bâtiments risquent de s'effondrer, là c'est un gros problème, qu'il y ait des jalousies, qu'il y ait des vitres qui tombent à n'importe quel moment, qu'il y ait des fils d'électricité et tout, là il y a un gros problème. De surcroît, nous sommes dans un établissement avec des classes en SECPA, où il faut un certain nombre de matériel, un certain nombre d'équipements et on se rend compte que là encore nos enfants sont lésés. Donc le conseil départemental, monsieur le maire, monsieur le recteur, nous vous demandons le plus rapidement possible d'agir. On nous a dit que les travaux étaient faits. Nous sommes jeudi, l'école a repris mardi, on n'a pas pu constater. Autant on a pu constater qu'il y avait des problèmes graves, à ce jour, on n'a pas pu constater que des travaux avaient été réalisés. On a aussi un problème, c'est-à-dire qu'il y a un rapport sismique que nous cache le conseil départemental pour connaître l'état de sismicité du bâtiment. Apparemment, c'est un document qui est confidentiel. Alors on suppose que si c'est confidentiel, c'est qu'il présente des choses qu'on ne doit pas savoir. Mais nous, en tant que parents, on exige que la transparence soit faite. En bref, au volet justice, sachez que Cyril Ismaël a été condamné hier à 20 ans de réclusion pour l'exécution de Miguel Camalon, survenu le 16 juin 2013 au sortir d'une boîte de nuit de la marina du Gosier. Les journées de la coopération européenne dans la Caraïbe se tiennent jusqu'à samedi en Guadeloupe, mais également et dans le même temps en Martinique, Guyane et Saint-Martin. L'idée de cette manifestation lancée en 2012 est de démocratiser la coopération territoriale dans la Caraïbe. L'Union européenne y intervient à travers différents programmes, qu'il s'agisse de santé, d'éducation ou encore de recherche. Voyons les détails avec ce sujet. Il est signé Jeff Taylor. Aujourd'hui commencent les journées de la coopération européenne. Le but est un peu de faire le point sur les différents projets qui sont financés par le Fonds européen Interreg. Donc nous sommes ici à l'université où l'équipe de M. Zaïbo de l'Université des Antilles et de la Guyane présente le projet Tsunaoul, qui a été, en termes de projet, un projet exemplaire, parce que non seulement il a une réelle finalité, mais encore c'est un projet où le chef de projet a pu effectivement réaliser son projet dans les temps impartis et même le réaliser même un peu plus vite que prévu avec des coopérations, par exemple Porto Rico, qui ont été exemplaires, qui ont bien marché. Le projet Tsunaoul, thème Tsunaoul, c'est la collage de deux mots, tsunami et oul.
donc, qui a été financé dans le cadre du programme Interreg 4, donc, qui a pour but donc, de caractériser donc, ces aléas-là sur les côtes de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, alors, il a consisté en fait, d'un point de vue scientifique, donc, à faire des modélisations de milliers de scénarios, que ce soit en termes de tremblement de terre qu'en termes de passage de cyclones, pouvoir évaluer en fait l'inondation possible donc, sur nos zones côtières. Ouais. On a fait des modélisations sur quasiment 3 ans. L'étude a duré 3 ans, donc elle est complètement achevée. Donc on a pu donc cartographier les zones potentiellement inondables par le tsunami et par le passage des cyclones. Donc quelle que soit la catégorie du cyclone, c'est-à-dire on est parti de la catégorie 2, 3 jusqu'à un événement extrême. Pareil pour les tremblements de terre, donc 7.5 jusqu'à un événement extrême. Parce que quand on veut faire de la prévention, il faut souvent se baser sur des scénarios extrêmes. Donc tous ces résultats en termes de potentialité d'inondation de nos côtes, par le tremblement de terre, donc le tsunami, et par le passage de la houle, donc sont disponibles aujourd'hui, donc à travers donc les résultats qu'on vous a présentés donc au cours de ce séminaire, et donc sont à la disposition des autorités. Ils ont commencé déjà à être valorisés ces résultats donc par certains organismes comme l'ADEAL, par les bureaux d'études, etc. Et on l'a valorisé également aussi auprès des communes, donc en leur apportant une information submersion marine dans leur plan communal de sauvegarde. Donc voilà, c'est un peu notre satisfaction à nous de voir que l'expertise est aujourd'hui transférée sur le terrain et pouvoir essayer de sensibiliser donc la population donc, sur ces éléments. On accueille à présent Edwin Lopen de la GEG. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors c'est pas tout de suite Noël, hein, mais ça ne nous empêche pas de parler du Noël solidaire que vous organisez à Paris avec la GEG donc. Exactement, bah oui c'est pas tout de suite Noël mais ça se prépare, hein. La Toussaint est passée, maintenant place on songe à la fin de l'année. À la fin de l'année et au Noël solidaire des Outre-mer qui va dans sa 3e édition dans ce grand format. Le 19 décembre. Exactement, 19 décembre au pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne comme l'an dernier. Alors vous faites les choses en grand, hein, Edwin, comme d'habitude avec un plateau de choix. Hein. Ah oui, là cette année, alors toujours Cacique et Benzo, on ne change pas une équipe qui gagne. On a invité nos amis de la Martinique également avec Quaxicolor, Warren de Hayan, Timiki d'Haïti. Et plein d'autres artistes, Princess Lover, Dali, Paille. Donc vraiment, on a vraiment essayé de donner toujours la qualité à cet événement qui, au dehors du festif, est un événement qui est attendu maintenant. Je pense qu'on a des demandes depuis l'été, enfin les grandes vacances. Ça y est, les gens ont réservé leur place pour le Noël solidaire. On a des étudiants qui nous appellent, nous disent oui, comme je dois rentrer aux Antilles, je veux savoir à quelle date ça tombe, je viens de telle province, et voilà. Donc on pense que vraiment c'est un événement qui s'est inscrit dans le paysage, qui n'est pas un but lucratif, donc un concert pour un concert. Il y a cette levée de fonds derrière pour le fonds d'aide d'urgence. Voilà, on rappelle que c'est quand même un Noël solidaire, on l'a dit, donc c'est pour donner un coup de pouce aussi aux étudiants pour qui c'est pas toujours facile. La vie est chère, hein, on vient de le voir, surtout pour les l'étudiant mahorais qui est mort dans sa chambre il n'y a pas longtemps, enfin à Lille, c'est un exemple à cause de quoi il n'avait pas des moyens financiers de pouvoir avoir une existence normale d'étudiant. Alors je ne dis pas que c'est le fonds d'aide d'urgence qui aurait pu lui accorder cette existence, mais aussi il n'avait pas cet accompagnement social des étudiants, une association de jeunes avec lui qui pouvait lui dire attends, tu as un moment difficile, on va se rencontrer avec les référents. Donc tous ces fonds permettent d'aider financièrement avec l'aide d'urgence, également de développer des dispositifs, le logement, la bourse au logement, plus de près de 3000 jeunes qui ont eu le logement avec nous et grâce au sein de la région et tout ça. C'est toujours le nerf de la guerre pour les étudiants, le logement à Paris, plus que jamais. Oui, Paris plus que jamais. Et ça s'arrange pas province, ça va plus ou moins, mais Paris, oui, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas pour les étudiants et les citoyens parisiens, les habitants de Paris depuis toujours, mais pas plus encore quand on vient de l'Outre-mer et on vient de la Guadeloupe avec 8000 km où on est confronté à ceux qui ont des dossiers qui sont plus intéressants que nous localement sur place, avec des parents et des garants sur place, parce que même si c'est interdit, mais bon, le temps de dire à un propriétaire, ah oui, tu n'as pas le droit d'accepter, vous n'avez pas le droit d'accepter
de ne pas accepter un garant outre-mer. Entre-temps, le dossier est fait, le logement est attribué, et aller prouver que c'est pour ça qu'il n'a pas accepté, ça pourrait prendre du temps. Donc il y a ça, et donc on agit avec des dispositifs. Le pass études qu'on a sorti, le petit livret d'une centaine de pages qui a été distribué à 15 000 exemplaires, donc c'est aussi un vrai travail qui est fait de fond. Donc voilà, ce dossier solidaire, il permet d'un côté de ramener cette chaleur et ce moment qu'attendaient nos étudiants, parce que nombreux sont ceux qui ne peuvent pas rentrer en Outre-mer, qui fassent les fêtes de Noël juste entre amis, ou voir tout seul. Donc on leur a ramené ce qu'ils connaissaient de chez eux, mais également c'est avec cette logique de levée de fonds et grâce au soutien des collectivités, il faut le dire, la mairie de Paris, la région Guadeloupe qui est le premier partenaire, ensuite Air Caraïbes qui nous met vraiment très bien au niveau des billets d'avion, le ministère de l'Outre-mer. Voilà, grâce à ces quelques collectivités, on arrive à développer un outil qui est important pour nos jeunes, et je veux dire, il y a toujours des gens qui vont dire que c'est pas bien, c'est du festif, c'est une soirée, c'est qu'ils n'ont pas compris la logique de cet événement, voilà, la portée, qui transcende et qui dépasse totalement le côté festif ou simplement festif. Alors on rappelle le 19 décembre, pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, pour s'inscrire, acheter des places. Pour s'inscrire, acheter des places, comme toujours, alors il y a la GEG, les sites de la GEG, les billetteries en ligne, Allmall, Bizouk, la Fnac, enfin vraiment Carrefour, dans tout c'est pas disponible normalement partout. Bref, si on ne trouve pas de place, c'est qu'on y met de la mauvaise foi. Parce que chaque année, ça fait complet, voilà, et on se retrouve avec des centaines de personnes devant la porte parce qu'ils n'ont pas pu rentrer. Ben voilà, on pourra rien faire pour eux encore une fois cette année, parce qu'il y a des questions de sécurité. Donc la jauge est atteinte, et donc prenez-vous très tôt. Et je tiens à saluer aussi nos parrains de cette année, toujours Jacob Desvarieux qui nous accompagne depuis l'an dernier, et également Tania Saint-Val qui s'est jointe à nous cette année pour cette édition. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment une qualité, du live aussi cette année, plus de live. Avant c'était que le groupe de Noël, maintenant ce sera du live pour le plateau artistique également, et après la partie plus jeune, comme on dirait, avec la soirée et les DJ. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Je voulais juste parler en deux mots de politique. Peut-être, je vous disais tout à l'heure en off que vous rouliez pour Victorin Lurel. C'est un terme qui ne vous plaît pas? C'est un terme qui n'est pas bon. Rouler pour quelqu'un, ça veut dire quoi? Travailler avec quelqu'un, oui. Je travaille avec Victorin Lurel et en bonne intelligence depuis 5 ans. Donc ça, c'est une réalité. Rouler pour... C'est pas ça, c'est péjoratif quand vous dites ça. Vous roulez pour qui? Est-ce que vous roulez pour Canal 10? C'est ça que je vais vous dire. Non, vous travaillez chez Canal 10, qui est la télé pays du pays. Et ben, c'est le président de région. Et donc oui, je travaille avec lui depuis 5 ans. Mais en dehors de toute casquette AGEG ou autre, je parle à titre personnel, c'est quelqu'un avec qui on travaille très bien. Alors justement, juste pour finir, donc on vous retrouve ce soir sur ce même plateau, Edwin, dans le cadre d'un débat justement pour parler politique. Cette fois-ci exactement avec des jeunes, je crois, si j'ai bien compris, des autres mouvements, des autres candidats. Oui, ça risque d'être animé et dynamique. J'espère que la population va regarder ce débat et peut-être qu'on va pouvoir réellement faire sortir des vérités sur ce que le travail pour la jeunesse et travailler pour le pays. Hein. C'est pas la politique, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, donc le rendez-vous est donné à 20h30 ce soir donc sur Canal 10. On prend une courte page de publicité, on continue avec l'info et la chronique juridique. À tout de suite. – 13h09 dans le ZCL et l'information continue. Nous allons retrouver dans un instant la chronique juridique. Nous partons d'abord pour le nord de la France, Dunkerque plus exactement. L'UGPBAN, l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, qui a organisé un voyage de presse. C'est là que sont déchargés les conteneurs en provenance des Antilles. Au-delà de l'objectif, l'ambition de ce rendez-vous était de faire découvrir les actions mises en place dans le cadre du développement du concept de la banane française. Voyons ces images. Elles sont signées Maurice Cessé. Très longue histoire. C'est une histoire qui date de 1998. Donc déjà, les producteurs antillais qui avaient des grosses difficultés
au Havre, à Dieppe, parce qu'il y avait énormément de conflits sociaux. Et donc, sur un produit aussi frais que la banane, c'est très difficile quand le bateau ne peut pas accoster ou le bateau est bloqué, etc. Donc, ils sont venus ici à Dunkerque pour finalement trouver avec des accords avec les dockers, avec le port, avec Don Fresh, qui est notre partenaire chez qui on est aujourd'hui, qui a investi cet outil spécifiquement pour la banane des Antilles, de Guadeloupe et Martinique. Et il y a eu une charte qui a été une charte de partenariat entre tous ces opérateurs, qui a été signée la première fois en 1998, qui sanctuarisait la banane, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la banane est déchargée. Et depuis 18 ans maintenant, il n'y a pas eu une seule journée d'arrêt. Alors, lorsque la banane quitte les Antilles, elle arrive ici à Dunkerque. Elle arrive à Dunkerque. Elle arrive, donc elle part le vendredi, enfin le bateau, le vendredi pardon de Martinique et le samedi de Guadeloupe. Et elle arrive le dimanche de la semaine d'après, ici à Dunkerque, et on commence à décharger le bateau le lundi matin. On décharge les conteneurs par les portes qui sont ici, et donc ensuite on vient stocker les bananes dans un entrepôt à 13 degrés, et on vient affecter les bananes en fonction des différents marchés, à l'export, à destination des mûrisseurs pour le marché des détaillants primeurs, à destination de la grande distribution, etc. Et la qualité aussi, côté qualité, ça se joue un peu ici. Alors notre contrôle qualité, on a une vingtaine de personnes ici, à la fois pour la logistique et à la fois pour le contrôle qualité. On contrôle 100% des conteneurs qui arrivent ici. On prélève 4 colis par planteur et on contrôle par conteneur, et on contrôle la qualité des bananes, on contrôle leur taille, si elles sont abîmées, les maladies de conservation ou pas, si elles ont mûri pendant le transport, ce qui est préjudiciable. Et du coup, on renvoie l'information au producteur. Donc les contrôles se font en principe principalement le matin, et le producteur, avec le décalage horaire, trouve tous les contrôles sur sa banane, sur son SMS, sur son mail, les photos avec des vidéos, etc. 13h12 dans le ZCL, et on poursuit avec notre chronique juridique. Comme chaque jeudi, on accueille Maritza Bernier et Franz Calvert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, on évoque un thème, le plaider coupable. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour commencer? Le plaider coupable, c'est l'œuvre vraie en monde commettre une infraction. Par exemple, il blesse un monde, il volait un côté, enfin, et que mon ça, il quasi pas défavorablement connu des services de police. Ça veut dire qu'il n'y a pas un monde qui est là pour la loi, qui a un problème à la loi. Et bon, ben, pour tuer là, il dit que si mon ça reconnaître qu'il fait ça. Et à partir du moment que mon reconnaître qu'il fait ça et qu'il n'est pas un monde défavorablement connu, à ce moment-là, ça pour tuer là, en quelque sorte, qu'a décidé à bailler en faveur. Au lieu de passer devant le grand tribunal, le tribunal correctionnel, il a dit qu'il soit passé devant en là, et je crois que c'est ça en comparution préalable de culpabilité, ou alors il est passé devant un délégué du procureur, et c'est à ce moment-là qu'on parle de composition pénale. Donc le plaider coupable, il nie deux formes. Il peut prendre la forme de comparution sous connaissance préalable de culpabilité, ou alors sous la composition pénale. Alors, comparution sous reconnaissance préalable de culpabilité, mon Kavin, il vient devant Potuela. Potuela a bien demandé, est-ce que, ou bien qu'a toujours reconnaître que ça nous a reproché là, c'est-à-dire par exemple, on vole, c'est vous. Mon a dit oui. Ben, à ce moment-là, ça, Potuela a proposé une peine qui peut être un mois avec la geôle, avec un travail d'intérêt général, avec, bon, en peine quelconque, ou en peine d'amende, peu importe, en peine quelconque. Maintenant, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit il a accepté la proposition de peine que Potuela a dit, et à ce moment-là, tout butin, à ce moment-là, il a passé en deuxième phase. Il vient devant le juge de l'homologation, qui est en réalité président du tribunal là ou un juge délégué par lui. Bon. Et juge là, ça, rôle là, c'est de homologuer décision, accord là en quelque sorte, que mon là, il peut tirer là des points là.
Et souvent, vrai, on n'a pas d'accord avec proposition de peine que Potirel a fait. À un moment-là, ça, toute bien arrêté là. Et puis, il y a que crier devant il y a que citer devant le tribunal correctionnel. Alors là, on a vu devant le juge de l'homologation. Juge là, ça, il a rassuré encore que on a bien d'accord ça, il a reproché il a fait et que bien d'accord qu'il a accepté que peine que Potirel a proposé là. Souvent, vrai, Potirel a recueilli en quelque sorte accord. Potirel n'a pas Potirel, juge là, il y a deux possibilités. Soit, s'il estime que finalement, ça Potirel là proposé comme peine, et ça, par rapport à ça, on a fait, et que c'est une peine qui n'est pas assez fort, à ce moment-là, ça, il a refusé l'homologation. Et il a trouvé tout bien l'arrêté, et peut-être Potirel là demain, qui est cité devant le tribunal correctionnel. Et si mon n'a par contre, le juge l'a estimé que finalement peine n'a adapté à ça mon a fait, alors il a homologué décision là. Et décision là ça, il faut qu'on jugement, qu'on n'importe quel jugement pénal. Seulement mon a dit 10 jours pour faire appel, même si il vient devant le juge là, il dit d'accord, mais après il peut réfléchir à faire, il peut dire pas d'accord. En tout état de cause, la loi va prévoir qu'il y a 10 jours pour faire appel des décisions là qu'il prend là. Donc c'est ça qui est le plaidé coupable. Donc on n'a qu'à accepter, qu'à dire oui au départ, c'est moi qui fais ça. Donc il a avoué. Ça y fait. Maritza. Oui, alors moi je vais dire 2 mots de la composition pénale, qui est une procédure qui va également permettre au procureur de proposer à l'auteur d'une infraction qui peut être un délit ou une contravention des peines alternatives. C'est-à-dire qu'on va éviter un procès pénal. Là aussi, il y a des conditions à remplir. Il faut, alors, une composition pénale peut être proposée à un mineur, mais il faut qu'il ait au moins 13 ans. En deçà de 13 ans, on ne pourra pas proposer de composition pénale à l'auteur d'une infraction. Dès lors qu'il va s'agir d'un mineur, il faudra recueillir l'accord des parents, des titulaires de l'autorité parentale, et il faudra l'assistance d'un avocat. Alors effectivement, la composition pénale, elle va être possible uniquement pour les délits, c'est-à-dire les infractions qui relèvent du tribunal correctionnel, et pour les contraventions, les infractions qui vont relever dans ce cas du tribunal de police ou du juge de proximité. Ce sont des mesures alternatives aux poursuites, donc ça veut dire que ça ne sera pas possible en cas de crime, en cas de viol, en cas d'assassinat. Alors il y a des conditions à remplir, comme il vous le disait, il faut préalablement que la personne en cause reconnaisse les faits. Elle va reconnaître les faits et elle va donner son accord à bénéficier d'une composition pénale, c'est-à-dire qu'elle sera condamnée à plusieurs peines, je vais vous les indiquer, mais qu'il n'y aura pas de procès pénal. Alors une fois que l'auteur aura reconnu les faits, qu'il aura donné son accord pour une composition pénale, quelles sont les mesures que le procureur peut lui proposer? Il va pouvoir lui proposer une amende qui va être versée au trésor public et qui va être fonction des faits, de la gravité des faits reprochés, également des ressources du prévenu. Il va pouvoir lui proposer, on l'a vu la dernière fois, d'effectuer un travail d'intérêt général dans l'intérêt d'une collectivité. Il peut également lui proposer un stage de citoyenneté. Ce sont des mesures alternatives. Il faut savoir que la victime, elle n'est pas laissée pour compte. Si vous êtes victime d'une infraction, que l'auteur va bénéficier d'une composition pénale, vous pouvez de toute façon demander réparation de votre préjudice. Donc ce sont effectivement des mesures alternatives aux poursuites qui supposent l'accord de l'auteur de l'infraction et qui doivent répondre strictement à une procédure. Et il faut encore que la composition pénale elle soit validée par le président du tribunal compétent. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux, en tout cas, pour ces explications. C'était très clair. Merci. Ouais. On finit par du street art. Deux graffeurs, Stick et Tatane, sont en résidence à la galerie TNT de Jarry durant toute cette semaine. Vous pourrez découvrir leur travail dès lundi au cours d'une exposition. Harold Luce et Yanis Pequigno sont allés découvrir en avant-première leur travail. On regarde ces images. L'exposition qu'on prépare, parce que je suis avec un autre artiste qui s'appelle Tatane. Le concept de l'exposition, c'est de réunir
sous forme un peu de contraste, les deux univers qui sont l'univers du street art en général, parce que moi en tant que street artiste, je suis graffeur, mais Tatane il est plus pochoiriste. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le pochoir, c'est justement faire des découpes dans des feuilles, des cartons ou peu importe, pour pouvoir justement avoir une forme et la faire apparaître sur le mur à l'aide d'une môme. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le street art, c'est vraiment tous les arts de la rue. Street, rue, art. Donc voilà, et donc en fait le concept c'est d'amener le street art, guadeloupéen en l'occurrence, en tout cas qui se fait en Guadeloupe, en galerie. Et parce que la galerie à la base, c'est de manière générale, c'est quoi? C'est des murs, le plus souvent blancs, propres, nickel, avec une toile, peu importe le format, carré, rectangulaire, posé, bien droite, bien propre, et c'est tout. Et le graffiti, on va dire que c'est plus ou moins tout l'inverse. C'est pas institutionnalisé, ça se fait dans la rue, ça se fait quand on veut, comme on peut, même si ça a évolué et que maintenant on a des demandes, on a des commandes et que les artistes sont payés pour peindre dans la rue, mais à la base non. Donc voilà, c'est ces deux univers-là complètement différents qui se regroupent, qui se rejoignent, et moi j'aime bien ces histoires de contraste liées, on va dire le beau, le propre, le légal à quelque chose de beaucoup moins institutionnel, plus illégal, et ouais, moi j'aime ça, j'aime le concept, ça me plaît. Je considère le graphe comme étant de l'art, faisant partie prenante de l'expression artistique moderne, puisque pour moi l'art c'est simplement l'expression d'un vécu ou d'un ressenti de la part d'un individu qui peut peut-être pas s'exprimer autrement. Ce qui me plaît, c'est son interprétation colorée du monde en fait. Si on regarde de près, ce ne sont que des traits, et tous ces traits mélangés avec les couleurs, les contrastes, l'épaisseur du trait, on pourrait presque dire qu'il travaille comme au pinceau, ça crée une forme. C'est ça qui est un peu magique. Voilà pour cette exposition à découvrir donc à partir à la galerie TNT de Jarry. Avant de se quitter, on revient sur cette information que je vous annonçais en début de journal, et c'est accident tout à fait exceptionnel. Si ce n'était pas réel, on aurait du mal à le croire. Hier, vers 21h, un bateau a percuté une voiture, vous avez bien entendu. Ça s'est passé à Bas-du-Fort alors qu'un automobiliste était garé près du rivage. Une embarcation folle n'a pas pu s'arrêter et s'est littéralement échouée sur la côte en écrasant au passage le véhicule stationné. Pas de victimes à signaler, fort heureusement. D'après nos reporters sur place, le pilote du bateau, qui est chargé en temps normal de l'entretien de ce même bateau, était manifestement alcoolisé. Ce matin, les opérations d'enlèvement avaient lieu. Les images étaient donc signées Harold Luce et Maxime Morel. Voilà, c'est la fin de cette édition, la fin du ZCL. Je vous retrouve demain, donc vendredi, pour une nouvelle édition. À demain.